Janvier 1942. Le fjord, appelé Fettenfjord, s'enfonce dans les terres depuis la côte norvégienne, près de Trondheim, tel un doigt étroit d'eau noire, serré entre des montagnes qui s'élèvent, abruptes et sombres, de chaque côté. Leurs pentes inférieures, couvertes d'épicéas. Leurs sommets, déjà ensevelis sous la neige, qui ne s'en irait qu'en mai. L'eau du fjord ne gèle pas comme celle d'un lac intérieur, mais elle reste froide et immobile dans l'air sans vent, et le froid ici est d'une nature différente de celui de la pleine mer. C'est le froid d'un lieu que le soleil atteint à peine en hiver, où la lumière, quand elle paraît, glisse bas et grise pendant quelques heures, puis disparaît. Dans ce fjord, au cours de la 3e semaine de janvier 1942, la marine allemande amena le plus grand cuirassé jamais construit en Europe et l'amarra à la rive nord, sous les arbres, le long d'une paroi rocheuse qui le protégerait de tout attaquant venant du sud-ouest. L'équipage descendit sur les rochers bordés de glace et commença à abattre des épicéas. Ils transportèrent les arbres coupés à bord et les attachèrent au pont et à la superstructure, jusqu'à ce que la silhouette du navire se dissolve dans celle de la forêt derrière lui. Des filets de camouflage furent tendus au-dessus du bâtiment. Des générateurs de fumée furent positionnés le long du rivage, alimentés par de l'eau et de l'acide chlorosulfurique. De sorte qu'en quelques minutes après une alerte, tout le mouillage pouvait être englouti dans un brouillard artificiel de la couleur d'un nuage sale. Des filets anti-torpilles furent déposés dans l'eau autour de sa coque en un double anneau. Des batteries de flaques furent creusées dans les flancs des montagnes au-dessus de lui. Le navire mesurait 251 mètres de long. Il déplaçait, à pleine charge, plus de 50 000 tonnes. L'acier du blindage de sa coque atteignait, par endroits, 30 cm d'épaisseur. Il portait 8 canons de 390 mm dans 4 tourelles, chaque tourelle pesant environ 700 tonnes, plus qu'un destroyer, et il pouvait propulser cette masse énorme sur l'eau à plus de 30 nœuds, soit plus vite que presque tout ce que les Britanniques pouvaient envoyer contre lui. Son équipage comptait plus de 2600 hommes, dont une centaine d'officiers. Son nom était le Tirpitz, et dès l'instant où il arriva en Norvège, il devint le problème le plus coûteux que l'amirauté britannique ait eu à traiter n'importe où dans le monde. Ce qui rend l'histoire du Tirpitz étrange, ce qui le sépare de presque tous les autres navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il acquit ce statut, sans presque jamais faire parler ses canons. Il ne coula aucun cuirassé. Il ne livra aucune bataille navale d'envergure. En près de 3 ans de stationnement sur la côte norvégienne, il ne fit feu de sa batterie principale de 380 mm sur une cible ennemie qu'une seule fois. Et cette cible n'était pas un navire, mais une station météorologique peu défendue sur une île arctique. Il n'effectua qu'une poignée de brèves sorties en mer de Norvège, et lors de la plupart d'entre elles, il ne vit rien, n'engagea rien, et retourna à son mouillage en ayant accompli, selon toute comptabilité conventionnelle, précisément rien. Et pourtant, pendant ces 3 années, il immobilisa une fraction substantielle de la Royal Navy. Il força les Britanniques à maintenir des cuirassés, des porte-avions et des croiseurs concentrés dans les eaux septentrionales, alors qu'ils étaient désespérément nécessaires ailleurs. Il infléchit toute la physionomie de la guerre des convois de l'Arctique par le simple fait de son existence. Il fut traqué par des avions, par des forces de frappe de porte-avions, par des torpilles humaines, par des sous-marins de poche et finalement par les bombardiers les plus lourds que la Grande-Bretagne put mettre en l'air, au cours d'une campagne qui s'étala sur plus de 2 ans et, selon certains calculs, coûta la vie à bien plus de 200 aviateurs et marins alliés avant de s'achever. Voici l'histoire de cette traque. C'est l'histoire de la manière dont un seul navire, assis presque immobile dans un fjord norvégien, devint l'obsession d'un Premier ministre et la cible de l'un des efforts d'élimination les plus soutenus et les plus inventifs de toute la guerre. Et comment, à la fin, après que chaque plan ingénieux eut échoué, il fallut des bombes de 5 tonnes larguées de 6 km d'altitude pour l'envoyer par le fond. Pour comprendre pourquoi les Britanniques voulaient sa mort avec tant d'acharnement, il faut comprendre ce qu'il était. Et pour comprendre ce qu'il était,
Il faut remonter avant les fjords et les filets de camouflage jusqu'au chantier naval où il fut assemblé. Le Tirpitz était un cuirassé de la classe Bismarck, le deuxième et dernier de son espèce, et il était le navire jumeau du bâtiment de guerre le plus célèbre que la marine allemande ait jamais mis à la mer. Sa construction commença en 1936 au chantier naval de Wilhelmshaven et il fut lancé le 1er avril 1939, le jour même où, dans une mise en scène cérémonielle, Hitler remit au chef de la marine allemande, Erich Raeder, le bâton orné de grand amiral. Il fut admis au service actif dans la Kriegsmarine le 25 février 1941. Les navires de la classe Bismarck avaient été mis en chantier en réponse aux nouveaux cuirassés français, et ils avaient été construits en violation délibérée des limites des traités internationaux sur la taille des navires de guerre. Les traités stipulaient 35 000 tonnes, et les Allemands construisirent bien au-delà de 45 000 tonnes, tout en gardant les chiffres réels secrets. Le Tirpitz finit par être plus lourd que le Bismarck lui-même, alourdi par des modifications ultérieures, devenant le cuirassé le plus pesant qu'aucune marine européenne ait jamais construit. Il représentait, selon les standards de la marine allemande, un investissement énorme en acier, en main-d'œuvre et en capacité industrielle. Un navire de ligne de premier rang, construit par une nation qui n'en possédait pas beaucoup et ne pouvait pas facilement remplacer ceux qu'elle avait. Puis, en mai 1941, avant même que le Tirpitz n'ait terminé ses essais de mise au point en Baltique, son jumeau le Bismarck, parti dans l'Atlantique, coula le croiseur de bataille britannique Hood en quelques minutes, tuant tous les hommes à bord, sauf 3, sur plus de 1400, avant d'être traqué et détruit par tout le poids de la Royal Navy lors d'une opération que les Britanniques menèrent avec une fureur confinant au personnel. La perte du Bismarck enseigna la même leçon aux deux marines, et elles en tirèrent des conclusions opposées. Les Britanniques apprirent qu'un seul cuirassé allemand en liberté dans l'Atlantique était une menace justifiant l'engagement de presque n'importe quelle ressource pour l'éliminer. Les Allemands apprirent qu'envoyer leur dernier grand cuirassé faire la même chose serait un suicide. Le raid réussi des commandos britanniques contre la grande forme de Radoub de Saint-Nazaire au début de 1942 ne fit qu'accentuer le problème. Il supprimait le seul bassin sur la côte atlantique assez grand pour accueillir le Tirpitz, ce qui faisait de toute croisière dans l'Atlantique un voyage sans retour s'il était endommagé. Le Tirpitz ne serait donc pas un corsaire comme le Bismarck avait tenté de l'être. Il serait autre chose, quelque chose qui, à certains égards, s'avéra plus difficile à gérer pour les Britanniques. Le concept stratégique sur lequel les Allemands s'accordèrent pour le Tirpitz est résumé par une expression que les officiers de marine utilisent depuis des siècles, une flotte en puissance, Fleet in Being. L'idée est simple et à sa manière élégante. Un navire de guerre n'a pas besoin de couler quoi que ce soit pour être utile. Il lui suffit d'exister, dans un endroit où l'ennemi ne peut l'ignorer, dans un état où il pourrait à tout moment sortir et frapper. Tant que le Tirpitz restait dans un fjord norvégien, avec du carburant, un équipage et la capacité théorique de prendre la mer, les Britanniques ne pouvaient pas concentrer leurs navires lourds ailleurs. Ils devaient repartir du principe qu'ils pourraient sortir. Ils devaient le maintenir en permanence une force assez puissante pour le vaincre à portée des routes de convoi. La simple possibilité de sa présence pesait sur chaque calcul de l'amirauté. Pour les Allemands, un second motif se superposait au motif naval. Hitler s'était convaincu, contre l'évidence, que les alliés occidentaux avaient l'intention d'envahir la Norvège et il craignait également une offensive soviétique vers le Grand Nord. Il voulait son plus grand cuirassé dans les eaux norvégiennes, en partie comme bouclier côtier contre une invasion qui n'arriverait jamais. Quel que soit le mélange de raisons, la Norvège était l'endroit idéal pour appliquer le poids de la flotte en puissance, car la Norvège se trouvait directement sur la route des convois de l'Arctique, la ligne de ravitaillement longue et brutale par laquelle la Grande-Bretagne et les États-Unis expédiaient des chars, des avions, du carburant et de la nourriture à l'Union soviétique, naviguant depuis l'Écosse et l'Islande en contournant le nord de la Norvège occupé vers les ports soviétiques de Mourmansk et Arkhangelsk. Chacun de ces convois devait passer à portée de frappe de l'endroit où le Tirpitz
était ancrée. Ainsi, les Allemands attachèrent leurs plus grands cuirassés à une rive bordée d'arbres dans l'Arctique et laissèrent les Britanniques s'épuiser à s'inquiéter à son sujet. Les Britanniques n'attendirent pas qu'il agisse. Début mars 1942, le Tirpitz fit l'une de ses rares sorties authentiques, prenant la mer pour tenter d'intercepter 2 convois de l'Arctique. Il ne trouva rien. Les convois n'étaient pas là où il l'espérait. Mais le porte-avions britannique HMS Victorious, qui en escortait un, parvint à faire décoller ses appareils et lança une attaque à la torpille contre le cuirassé. Quelques 20 torpilles furent lancées contre lui. Toutes manquèrent leur cible. C'était une illustration précoce, presque comique, de ce que les 2 ans et demi suivants prouveraient sans cesse. Toucher ce navire était extraordinairement difficile et les conséquences d'un échec étaient rendues potentiellement catastrophiques. La preuve de ce caractère catastrophique vint à l'été 1942, lors de l'épisode le plus désastreux de toute la campagne des convois de l'Arctique. En juillet 1942, le convoi désigné PQ-17 faisait route vers l'Union soviétique quand le renseignement naval britannique reçut des indications selon lesquelles le Tirpitz, accompagné d'autres unités lourdes allemandes, pourrait prendre la mer pour l'intercepter. La menace ne fut jamais mise à exécution. Le Tirpitz sortit brièvement dans le cadre de l'opération, puis fut rappelé par un haut commandement allemand qui perdit ses nerfs. Mais la menace seule suffit. Craignant que l'escorte du convoi ne soit écrasée par un cuirassé auquel elle ne pouvait s'opposer, l'amirauté à Londres prit la décision d'ordonner au PQ-17 de se disperser, de rompre la formation et de demander à chaque navire marchand de rallier les ports soviétiques indépendamment. C'était une décision prise par peur d'un navire qui ne vint jamais. Les navires marchands dispersés, privés de la protection mutuelle que procure la formation en convoi, furent traqués un par un à travers l'Arctique par les avions et les U-boots allemands. Les récits varient légèrement, mais entre 20 et 1 et 24 des quelques 30 navires marchands du convoi furent écoulés. La cargaison perdue au fond de l'océan Arctique s'élevait à des centaines d'avions, des centaines de chars et des milliers de véhicules. Et le Tirpitz avait accompli cela, le pire désastre de convoi de la guerre, sans tirer un seul coup de canon contre l'un de ses navires. Son existence même avait fait le travail. Après le PQ-17, plus personne à l'amirauté britannique n'avait besoin d'être convaincu que le cuirassé dans le fjord était un problème stratégique de premier ordre. La seule question était de savoir comment le tuer. Il convient de s'arrêter ici sur le navire lui-même durant ces longues périodes entre les rares moments d'action, car la vie du Tirpitz pendant la majeure partie de sa carrière ne fut pas une vie de combat. Ce fut une vie d'attente. Pour les plus de 2600 hommes à son bord, la guerre dans les fjords fut surtout une guerre contre la monotonie. Le carburant manquait perpétuellement, ce qui signifiait que le navire pouvait rarement bouger, et donc que les exercices d'entraînement qui remplissent les journées d'un navire de guerre étaient réduits, puis réduits encore. Les journées étaient consacrées au nettoyage, à l'entretien, aux exercices, à l'interminable petit labeur consistant à maintenir une machine vaste et complexe prête au combat dans un climat arctique qui s'opposait à chaque effort. Les équipages organisaient des compétitions sportives. Ils montèrent des spectacles. Il y avait des programmes éducatifs. Ils écrivaient des lettres à leurs familles. Beaucoup de ces lettres subsistent dans un musée près de l'ancien mouillage, aux côtés des photographies que les marins prenaient les uns des autres, de jeunes hommes ordinaires, essayant de mener une vie ordinaire à l'intérieur d'une forteresse d'acier amarrée à une rive étrangère. Les permissions à terre étaient limitées et les contacts avec la population norvégienne occupée étaient strictement contrôlés. En hiver, l'obscurité était presque totale. En été, le soleil ne se couchait jamais vraiment. L'attente de l'action était constante et la réalité de l'action était rare, et ce fossé entre la crainte de ce qui pourrait arriver et la grisaille répétitive de ce qui arrivait réellement constitue sa propre forme de tension pour un équipage. Les hommes du Tirpitz vécurent des années à l'intérieur du navire de guerre le plus puissant de leur marine, et l'essentiel de ce qu'ils firent fut d'attendre un ennemi qui, lorsqu'il vint enfin, vint du ciel. Les Allemands tentèrent bien, une fois, de donner au navire et à son équipage quelque chose à faire. En 1943, alors que les convois de l'Arctique
était temporairement suspendu et que le moral de la flotte de surface déclinait, le grand amiral Dönitz, qui avait remplacé Raeder à la tête de la marine, chercha un moyen de démontrer que ces coûteux navires lourds valèrent la peine d'être conservés. Le résultat fut, en septembre 1943, l'opération Zitronella, également appelée opération Sicilien, un raid sur le Spitzberg, l'archipel arctique reculé où les Alliés maintenaient une station météorologique et une base de ravitaillement défendue par une petite garnison norvégienne. Le Tirpitz, le croiseur de bataille Scharnhorst et un écran de destroyer firent route vers le nord. Lors de l'approche par ruse de guerre, le Tirpitz arbora le pavillon britannique, White Ensign. Puis, il ouvrit le feu. Il tira 52 obus de sa batterie principale de 390 000 et 82 obus de ses batteries secondaires contre les installations côtières. Un détachement de débarquement acheva de détruire ce qui restait et fit des dizaines de prisonniers. Ce fut la seule fois de toute sa carrière que le Tirpitz utilisa ses canons principaux contre un ennemi. Et la cible était une station météo. L'opération fut, dans un sens étroit, un succès, et on put dire à Hitler que ses cuirassés avaient enfin fait quelque chose. Mais elle n'apporta aucun avantage durable. Les Alliés réoccupèrent simplement les îles par la suite, et les historiens officiels ont généralement interprété Zitronella pour ce qu'elle était clairement. Un geste politique, une tentative de justifier l'existence de navires qui, autrement, ne faisaient rien d'autre que rester immobiles et absorber des ressources. C'est une chose étrange à considérer. Le navire de guerre le plus puissant jamais construit en Europe ne fit feu de ses grands canons au combat qu'une seule fois, sur une poignée de bâtiments, sur une île prise par les glaces, en guise d'exercice pour le moral. La Royal Air Force tenta de le tuer en premier, et la Royal Air Force échoua en premier. Même avant qu'il n'atteigne la Norvège, alors qu'il était encore en cours d'armement à Wilhelmshaven, des avions britanniques avaient tenté des attaques sans succès. Puis, tout au long de l'année 1942, alors que le Tirpitz était basé au Fettenfjord, près de Trondheim, les bombardiers lourds de la RAF menèrent une série de raids contre lui. Aucun ne réussit. Le problème n'était ni le courage ni l'effort, c'était la physique brutale de l'attaque d'un navire lourdement blindé dans un fjord défendu avec l'équipement disponible en 1942. Les bombardiers devaient voler à l'extrême limite de leur rayon d'action pour atteindre le nord de la Norvège, ce qui limitait la charge de bombes qu'ils pouvaient emporter. Les bombes emportées n'étaient ni assez lourdes ni assez dures pour pénétrer le blindage du pont du Tirpitz. Les défenses du fjord, les batteries de flaques sur les montagnes, les générateurs de fumée qui pouvaient recouvrir le mouillage en quelques minutes, le camouflage, la difficulté extrême de placer une bombe avec précision sur une cible étroite depuis une haute altitude de nuit, signifiaient que les bombardiers avaient de la chance s'ils voyaient seulement le navire, sans même parler de le toucher. Raid après raid, aucun coup au but significatif, des avions et des équipages perdus pour rien. La leçon que les Britanniques en tirèrent fut que le bombardement conventionnel, avec les bombes et les techniques de 1942, n'allait tout simplement pas suffire. Si le Tirpitz devait être tué, ce serait par quelque chose de plus ingénieux ou de plus lourd, et pendant les 2 années suivantes, les Britanniques allaient essayer les deux. Le premier des plans ingénieux fut la torpille humaine. En octobre 1942, les Britanniques, travaillant avec la résistance norvégienne, tentèrent d'attaquer le Tirpitz en utilisant des chariots, des torpilles pilotées par des plongeurs munis d'appareils respiratoires qui devaient être transportés près du fjord, accrochés sous un bateau de pêche norvégien, puis pilotés sous l'eau pour placer des charges explosives contre la coque du cuirassé. Le plan, nom de code Opération Title, était audacieux et les hommes qui s'y portèrent volontaires étaient extraordinaires, mais la météo hivernale norvégienne les vainquit avant que les Allemands n'en aient l'occasion. Les chariots, remorqués sous le bateau de pêche à travers une tempête croissante à l'approche de la zone cible, se détachèrent et furent perdus. L'attaque était finie avant d'avoir commencé. Ce fut un échec, mais un échec qui pointait vers une idée.
Si une torpille ne pouvait pas transporter un homme de manière fiable, assez près pour placer une charge sous le Tirpitz, peut-être qu'un engin légèrement plus grand le pourrait. Peut-être un très petit sous-marin. Au printemps 1943, le Tirpitz s'était déplacé vers le nord, très loin au nord, jusqu'au Kofjord, un bras reculé du vaste système de l'Altafjord, bien au-delà du cercle polaire arctique, dans un recoin de la Norvège si lointain et si bien défendu que les Allemands considéraient le mouillage comme presque imprenable. Les pénuries de carburant firent qu'une fois sur place, il y resta largement confiné. Le Kofjord était protégé par tout ce que la guerre pouvait offrir, des batteries anti-aériennes ceinturant les hauteurs, un réseau radar couvrant les approches maritimes, des filets anti-sous-marins en travers du fjord, des champs de mines, des installations sonars, des patrouilleurs. La géographie même du fjord faisait la moitié du travail défensif. Des passages étroits, des parois montagneuses abruptes et plus de 1000 km d'une mer froide et hostile entre le mouillage et la base britannique la plus proche, en Écosse. Pour attaquer le Tirpitz ici, les Britanniques allaient devoir faufiler quelque chose à travers tout cela. Ce qu'ils choisirent d'y glisser fut les X-Craft. Les X-Craft étaient des sous-marins de poche et ils étaient minuscules. Chacun mesurait environ 15,5 mètres de long, à peu près la longueur d'un autobus urbain, et étaient manœuvrés par 4 hommes qui vivaient, le temps d'une opération, dans des conditions de misère exiguë presque inimaginables à l'intérieur d'un tube d'acier à peine assez haut pour s'y tenir accroupi. Ces engins ne pouvaient pas faire le voyage jusqu'en Norvège par leurs propres moyens. Leur autonomie et l'endurance de leurs équipages étaient bien trop limitées. Ainsi, le plan, nom de code Opération Source, reposait sur le remorquage. 6 X-Craft, désignés de X5 à X10, seraient remorqués à travers la mer du Nord par 6 sous-marins de taille normale, chaque X-Craft étant occupé durant la longue traversée par un équipage de convoyage de relève, car les conditions de vie à bord étaient si déplorables que les équipages opérationnels auraient été anéantis par l'épuisement avant même d'atteindre la cible. Près de la côte norvégienne, les équipages opérationnels frais devaient effectuer le transfert par canaux pneumatiques, les équipages de convoyage se retireraient et les sous-marins de poche largueraient leurs remorques pour effectuer leur approche finale seuls. Chaque X-Craft transportait, non pas des torpilles, mais 2 énormes charges latérales, des blocs d'explosifs contenant chacun environ 2 tonnes d'amatol, conçus pour être déposés sur le fond marin directement sous le navire cible, où ils exploseraient grâce à une minuterie après que le sous-marin se serait, si tout allait bien, échappé. Les X5, X6 et X7 étaient assignés au Tirpitz lui-même. Les autres étaient alloués au Scharnhorst et au croiseur lourd Lützow, les autres unités lourdes allemandes du secteur. Le renseignement qui rendit l'opération possible provenait des habitants qui vivaient dans l'ombre du cuirassé. La résistance norvégienne, et en particulier 2 frères, Torbjörn et Einar Johansen, recueillit et transmit les informations sur la position exacte du Tirpitz et la disposition des défenses du fjord. Un vol de reconnaissance soviétique, effectué par un pilote nommé Leonid Elkin, descendit sous la couche nuageuse, au-dessus du mouillage, sous un feu anti-aérien nourri, et ramena les photographies qui complétèrent le tableau. Le concept fut élaboré par un commandant, Cromwell Varley, soutenu par le chef du service des sous-marins britanniques et par Churchill lui-même. Les Britanniques mirent le plan sur pied, entraînèrent leurs équipages durant l'été 1943 dans un loch écossais isolé, travaillant depuis un hôtel réquisitionné qui servait de quartier général à la flottille de sous-marins de poche, et en septembre, ils les envoyèrent vers le nord. L'opération Source fut une catastrophe d'usure avant d'être quoi que ce soit d'autre. La traversée en remorque de la mer du Nord était censée être la partie facile et elle détruisit d'emblée 2 des 6 engins. Le câble de remorquage du Kisnef rompit en pleine mer. La perte soudaine de tension l'aurait envoyé dans une plongée incontrôlée et il coula au fond avec son équipage de convoyage de 3 hommes dont aucun ne fut jamais retrouvé.
Le X-8 développa une défaillance qui provoqua la fuite, puis la détonation prématurée de l'une de ses charges latérales de 2 tonnes. L'engin fut si gravement endommagé qu'il dut être sabordé, et sa cible assignée, le Lützow, n'était plus au programme. Au moment où les engins survivants atteignirent les approches de l'Altafjord, l'opération avait déjà perdu 1/3 de sa force et 1/3 de ses cibles sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Parmi les 4 restants, le X-10 subit une cascade de pannes mécaniques et de navigation lors de l'approche finale, un périscope inondé, un compas défaillant, des pannes électriques, et son commandant, avec un engin effectivement aveugle et estropié, prit la décision déchirante d'abandonner. Il s'avéra que le char Norst avait de toute façon quitté le mouillage pour des exercices, de sorte que la mission du X-10 n'aurait abouti à rien quoi qu'il arrive. Il en restait 3. 3 sous-marins de poche, X5, X6 et X7, pour un seul cuirassé. Ce que ces 3 équipages firent ensuite constitue l'une des véritables épopées de la guerre. Avant l'aube du 22 septembre 1943, ils effectuèrent leur approche dans le Kåfjord, se faufilant entre les champs de mines, le sonar et les patrouilleurs dans l'obscurité. Les filets anti-sous-marins étaient le grand obstacle, et les Britanniques eurent un coup de chance. Lorsqu'une porte du filet fut ouverte pour laisser passer un petit caboteur, au moins l'un des X-Craft se glissa à l'intérieur dans son sillage. Le X6, commandé par le lieutenant Donald Cameron, parvint à s'approcher de très près, mais l'engin était en difficulté, luttant contre des problèmes d'assiette et un périscope encrassé. Et lorsqu'il fut forcé de faire surface, il fut repéré à seulement quelques dizaines de mètres du flanc bâbord du Tirpitz. Les Allemands ouvrirent le feu sur lui avec des armes légères et lui lancèrent des grenades. Cameron et son équipage de 3 hommes, avec la coque du cuirassé juste là devant eux, larguèrent leur charge dans l'eau sous le navire, sabordèrent leurs propres sous-marins pour qu'ils ne puissent être capturés et étudiés, et se rendirent. Ils furent tissés à bord du Tirpitz comme prisonniers. Et ici, l'histoire bascule sur un détail que personne n'aurait pu scénariser. Les sous-mariniers britanniques, capturés, une fois à bord, dirent clairement à leurs ravisseurs allemands qu'il y avait des charges explosives sur le fond marin sous le navire et qu'elles allaient bientôt exploser. Le commandant allemand, Hans Mayer, comprit immédiatement ce que cela signifiait et tenta frénétiquement de faire quelque chose, de déplacer latéralement le grand navire sur ses amarres pour l'éloigner de ce qui se trouvait sur le fond. Il n'eut pas assez de temps. Le X7, commandé par le lieutenant Godfrey Place, s'était également infiltré et avait déposé ses charges vers la poupe du Tirpitz et se trouvait maintenant piégé, pris dans les filets anti-torpilles, luttant pour se libérer. Le X5 fut aperçu brièvement par l'avant-tribord, essuya des tirs, puis disparut tout simplement, perdu avec tout son équipage pour des raisons qui n'ont jamais été établies avec certitude, quelque part dans les eaux froides du fjord. À environ 8h15 du matin, les charges explosèrent. 2 tonnes d'amatol puis davantage, détonnant sur le fond marin sous 50 000 tonnes de cuirassé. Le Tirpitz fut soulevé physiquement dans l'eau. Selon certains récits, il se serait élevé de 30 cm au-dessus de la surface. Une longue entaille, de l'ordre de 18 mètres, fut déchirée dans sa coque. Les explosions ouvrirent une salle des générateurs à la mer, faussèrent les cloisons, délogèrent la structure et, plus important encore, détruisirent des machines qu'un navire ne peut pas facilement remplacer au mouillage dans l'Arctique, les turbines, les arbres d'hélice, le gouvernail. L'une de ces grandes tourelles principales fut littéralement soulevée de ses roulements. 2 de ces avions de reconnaissance furent projetés par-dessus bord et détruits. Presque toute sa puissance électrique fut coupée, car les turbogénérateurs étaient hors service. Il embarqua environ 1400 tonnes d'eau et prit de la gîte sur bâbord. Il ne coula pas. Il ne fut jamais en danger de couler. Mais il était, à cet instant, estropié. Le navire de guerre le plus puissant de la marine allemande avait été mis hors de combat, non pas par une flotte, ni par une campagne de bombardement, mais par 6 hommes, dans 2 tubes d'acier de la taille de bus qui avaient osé pénétrer dans le mouillage le mieux défendu de l'Europe occupée et étaient maintenant prisonniers
du navire même qu'ils venaient de briser. Cameron et Place reçurent tous deux la Victoria Cross. Les 6 sous-mariniers capturés survécurent à la guerre comme prisonniers et rentrèrent chez eux. Les équipages des X5, X6 et X7 sont commémorés par un monument au cimetière de l'église de Kofjord, près des eaux où ils ont accompli l'impossible. Le Tirpitz resterait hors de combat, en réparation avec des moyens improvisés, jusqu'au printemps 1944. Pendant 6 mois, le grand problème eut une solution. Mais le navire était toujours là. La coque flottait toujours. Et 6 mois, ce n'est pas l'éternité. Les réparations, remarquablement, furent menées à bien. Hitler avait interdit aux navires d'entreprendre le voyage dangereux vers un chantier allemand. Le travail dut donc être fait, là où il se trouvait. L'ingénierie allemande et la valeur stratégique que les dirigeants nazis accordaient aux navires se combinèrent pour accomplir au Kofjord ce que la plupart des observateurs auraient jugé impossible. Remettre un cuirassé en état de marche en utilisant de l'équipement et des équipes de travail acheminées par mer vers un fjord au-delà du cercle polaire. À la mi-mars 1944, les travaux sur sa coque, ses machines et son armement étaient substantiellement terminés. Le renseignement allié, lisant les signaux allemands, effectuant des reconnaissances photographiques au-dessus du fjord, recueillant les rapports des agents norvégiens, suivait les progrès de ces réparations avec une inquiétude croissante. La crainte était spécifique et concrète. Une fois le Tirpitz à nouveau en état de naviguer, il pourrait sortir contre les convois, et au-delà de cela, la simple nécessité de s'en garder allait immobiliser des navires lourds que les Alliés voulaient pour l'invasion imminente de la France. Il y avait aussi un contexte sombre. En décembre 1943, le compagnon du Tirpitz, le Scharnhorst, avait finalement été surpris en mer et coulé par la Royal Navy lors de la bataille du Cap Nord avec de très lourdes pertes humaines. Le Tirpitz était désormais, plus que jamais, le dernier grand navire de surface que les Allemands possédaient dans le Nord. Et les Britanniques décidèrent de le frapper à nouveau avant qu'il ne puisse terminer ses essais et redevenir une fois de plus un navire capable de se déplacer. Cette fois, l'arme fut l'aéronaval. Un raid de bombardiers lourds avait été envisagé puis écarté. Le chef du Bomber Command de la RAF, jugeant le Kofjord hors de portée effective de ses appareils et la flaque du cuirassé trop meurtrière, la tâche revint donc au porte-avions de la Home Fleet. L'opération Tungsten, lancée le 3 avril 1944, fut une attaque de porte-avions et, contrairement aux efforts maladroits de la RAF en 1942, elle fut méticuleusement préparée, fruit de 4 mois d'entraînement, et elle obtint la surprise totale. La Home Fleet britannique avait appareillé de Scapa-Flow le 30 mars. Au matin du 3, les avions lancés de 5 porte-avions déferlèrent sur le Kofjord avant que les défenseurs allemands ne puissent lever l'écran de fumée ou organiser correctement la flaque. Des bombardiers en piqué. Barracuda, escortés par des chasseurs, fondirent sur le cuirassé et y logèrent environ 15 bombes. Les bombes n'étaient pas écoustériens, n'étaient pas assez lourdes pour le couler. Elles ne pouvaient que pas pénétrer son pont blindé principal. Mais elles ravagèrent tout ce qui se trouvait au-dessus de ce pont. Sa superstructure fut déchiquetée. Ses zones non blindées furent dévastées. Ses servants de canon furent fauchés par les chasseurs en mitraillage. 122 membres d'équipage furent tués et bien plus de 300 blessés. 4 avions britanniques et 9 aviateurs ne revinrent pas. Le Tirpitz ne fut pas coulé, mais il fut une fois de plus mis hors de combat et renvoyé dans le long et épuisant processus de réparation. Les Britanniques avaient gagné du temps, mais gagner du temps devenait désormais un schéma reconnaissable et frustrant. Ils pouvaient le blesser. Ils ne semblaient pas pouvoir le tuer. Ce qui suivit tout au long de l'été 1944 fut une série de raids de porte-avions qui se lisent, dans les archives, presque comme une litanie de frustration. Une grande flotte sortant à plusieurs reprises dans les eaux arctiques, répétitivement déjouée. Opération Mascotte en juillet, opération Goodwood, étalée sur la fin août.
D'autres frappes prévues, Opération Planète, Opération Brown, Opération Tiger Claw, furent organisées, lancées, puis annulées encore et encore, vaincus non par les Allemands, mais par la météo. Et quand les avions des porte-avions parvenaient jusqu'à la cible, ils se heurtaient aux limites de leur propre équipement. Le Barracuda était trop lent. Lors de chaque raid après le premier, sa lenteur donnait aux défenseurs du Kåfjord les minutes nécessaires pour couvrir tout le mouillage d'une fumée artificielle avant l'arrivée des bombardiers, de sorte que les équipages se retrouvaient à larguer des bombes dans une nappe grise avec le cuirassé quelque part dessous. Et même lorsqu'une bombe touchait au but, celle de la Fleet Air Arm n'était tout simplement pas assez grosse pour infliger des dommages mortels à un navire aussi lourdement blindé que le Tirpitz. Après l'échec de l'opération Goodwood, la Royal Navy parvint à une conclusion difficile. De nouvelles attaques de porte-avions contre le Tirpitz seraient infructueuses. Les avions ne pouvaient pas transporter une arme assez lourde pour l'achever. La tâche devait revenir à la RAF, mais à une RAF qui possédait désormais quelque chose qu'elle n'avait pas en 1942. Ce quelque chose était la Tallboy. La Tallboy était une bombe d'un ordre fondamentalement différent de tout ce que les Britanniques avaient d'accord largué sur le Tirpitz auparavant. Une arme profilée, durcie, de 5453 kW, soit plus de 5 tonnes de bombes, conçue par l'ingénieur Barnes Wallis pour être larguée de très haute altitude, afin de tomber assez vite pour briser le mur du son et pénétrer profondément dans une cible renforcée avant de détonner. Ce n'était pas une arme de zone, c'était un outil de précision pour tuer ce que les bombes ordinaires ne pouvaient pas toucher, et le pont blindé d'un cuirassé était exactement le genre de chose pour lequel elle avait été construite. Pour la livrer, la RAF se tourna vers 2 de ses escadrons de bombardiers lourds les plus spécialisés. Le Namur 617 Squadron, l'unité qui avait mené le célèbre raid des barrages et était devenue la spécialiste de la précision du Bomber Command, et le Number 9 Squadron, tout aussi qualifié. Tous deux utilisaient l'Avro Lancaster, le seul avion britannique capable de soulever la Tallboy, et même alors, les Lancaster durent être modifiés et allégés pour transporter l'arme jusqu'à la portée extrême du Grand Nord où se trouvait le Tirpitz. La première tentative avec des Tallboy, l'opération Paravan en septembre 1944, dut résoudre le problème de la distance d'une manière qui montrait à quel point l'Arctique avait repoussé les limites du possible. Les Lancaster ne pouvaient pas faire l'aller-retour entre l'Écosse et le Kåfjord. La distance était trop grande. Ils passèrent donc par l'Union soviétique, volant d'abord vers une base au nord de la Russie, s'y ravitaillant et s'y réorganisant pour attaquer le Tirpitz par l'est. Ils larguèrent leurs bombes et le blessèrent. On attribue généralement à une Tallboy l'impact sur la proue du cuirassé, causant d'importants dommages structurels et une importante voie d'eau. Une fois de plus, ce n'était pas un naufrage, mais c'était des dommages d'un type que, si tard dans la guerre, les Allemands n'avaient aucun espoir réel de réparer. Et ce fut l'opération Paravan, plus que n'importe quelle attaque précédente, qui brisa l'échine de la position allemande. Le commandant de la Kriegsmarine, le grand amiral Karl Dönitz, regarda le navire meurtri et prit une décision qui équivalait à un aveu de défaite silencieux. Le Tirpitz ne serait plus traité comme un navire capable de combattre une flotte. Il serait déplacé vers le sud, vers un mouillage près de la ville de Tromsø, et utilisé comme batterie d'artillerie côtière flottante et immobile. Une forteresse, pas un navire de guerre. Dönitz espérait aussi par ce déplacement laisser planer le doute chez les Britanniques, leur faire croire que le navire représentait toujours une menace active. Sur ce dernier point, il réussit mieux qu'il n'aurait pu le souhaiter. Les Britanniques n'étaient pas certains de la gravité des blessures du Tirpitz, et l'incertitude, avec ce navire, avait toujours signifié de nouvelles attaques. Le déplacement vers Tromsø fit cependant une chose qui tourna de manière décisive en faveur de la RAF, même si les Allemands n'en comprirent pas toute la mesure à l'époque. Tromsø était suffisamment au sud du Kåfjord pour se trouver à portée des Lancaster, décollant directement des aérodromes du nord de l'Écosse. Les Britanniques n'avaient plus besoin de passer par la Russie, ni de gérer la logistique complexe d'une navette arctique.
Ils pouvaient désormais atteindre le Tirpitz depuis leur propre sol. Un second facteur, plus discret, jouait en faveur des attaquants. Lorsque les Allemands choisirent le nouveau mouillage au large de l'île de Hokkøya, près de Tromsø, ils le firent avec la conviction que l'eau y était assez peu profonde pour qu'une attaque réussie ne puisse pas couler totalement le navire. Ils se contenteraient de se poser sur le fond, endommagé mais droit, toujours utilisable comme plateforme de tir. Une fois sur place, ils découvrirent que l'eau était plus profonde qu'ils ne l'avaient pensé. Et comme le Tirpitz avait besoin d'une large ceinture de filets anti-torpilles autour de lui, ils ne purent pas le haler plus près des eaux réellement peu profondes du rivage. Le grand navire se trouvait désormais dans une profondeur d'eau suffisante pour lui permettre de chavirer complètement. Et les Allemands ne pouvaient rien y faire. Le piège s'était refermé et ils avaient aidé à le fermer. Les Britanniques firent 2 tentatives au mouillage de Tromsø. La première, l'opération Obviat, le 29 octobre 1944, passa de façon déchirante, à 2 doigts de la réussite. La force de Lancaster vola vers le nord et, selon un itinéraire qui en dit long sur la détermination derrière cette campagne, survola délibérément un coin de la Suède neutre, violant l'espace aérien suédois afin d'approcher Tromsø par le sud-est, la direction d'où les Allemands étaient censés le moins attendre une attaque. La météo fut favorable pendant presque tout le long trajet. Puis, dans les dernières minutes avant que les bombardiers n'atteignent leur point de largage, des nuages envahirent la zone et couvrirent le cuirassé. La trentaine d'appareils qui bombardèrent à travers ce qu'ils pouvaient voir n'obtinrent aucun coup direct. Une bombe tombée à proximité causa de légers dégâts. Un Lancaster, touché par la flaque, s'écrasa en Suède. Les autres reprirent le chemin de la base. Le Tirpitz avait été sauvé, une fois de plus, par quelques centaines de mètres de nuages arctiques. Mais le Bomber Command était désormais totalement engagé, et les préparatifs pour une autre tentative commencèrent presque avant même que la force d'Obviat n'ait atterri. 12 novembre 1944, l'opération reçut le nom de code Catéchisme. Elle commença, d'une certaine manière, juste après minuit, lorsqu'un mosquito de reconnaissance revint du nord en signalant que la météo au-dessus de Tromsø était médiocre, mais montrait des signes d'amélioration. La force de frappe fut lancée. Plus de 30 Lancaster, dont la moitié appartenait au 617 squadron et le reste aux 9 squadrons, transportant chacun une unique Tallboy, décollèrent du nord de l'Écosse et remontèrent la mer de Norvège vers le mouillage de Hokkøya. Avec eux volait un équipage spécialement sélectionné dont le travail n'était pas de bombarder mais de filmer. Un avion transportant des opérateurs de caméra, commandé par un Australien nommé Bruce Buckham, chargé d'enregistrer tout ce qui se passerait, car le haut commandement allié voulait voir de ses propres yeux la fin de ce navire, si la fin arrivait enfin. L'homme qui dirigeait le raid, le commandant du 617 Squadron, décrivit plus tard l'approche en des termes restés dans les livres d'histoire. Le soleil, dit-il, reposait sur l'horizon et avait teinté de rose les montagnes enneigées. Le ciel était sans nuages, l'air était calme, les avions volaient sans aucune secousse. Ils aperçurent le Tirpitz à au moins 32 km de distance, gisant, selon son image, massif et noir au milieu de ses filets de torpilles, comme une araignée dans sa toile, se découpant sur les eaux brillantes du fjord et entouré de collines magnifiques. En bas, tout était immobile. Toute la scène resplendissait dans l'éclat froid de l'aube arctique. C'est l'une des descriptions les plus étranges et les plus obsédantes d'une mise à mort de toute la guerre. Une matinée magnifique, une cible immobile et plus de 30 bombardiers arrivant dans un air pur avec des bombes de 5 tonnes dans le ventre. Cette fois, les éléments qui avaient sauvé le Tirpitz auparavant ne le sauvèrent pas. La météo au-dessus de la cible, contrairement aux prévisions, resta claire. Aucun écran de fumée ne fut levé à temps. Les défenses du nouveau mouillage n'étaient donc pas aussi parfaitement organisées que celles du Kåfjord, après des années de travail, et l'alerte fut trop courte. Les chasseurs allemands basés à proximité, pour des raisons encore débattues, ne prirent pas l'air pour intercepter les assaillants au moment voulu. Le navire lui-même se défendit avec acharnement. Buckham, l'Australien qui filmait le raid, décrivit de vastes explosions tout autour du groupe d'avions
alors que le Tirpitz tirait ses canons principaux de 390 mm sur les bombardiers avec des fusées à retard court, puis son armement secondaire, rejoint par les batteries côtières et les navires de défense anti-aérienne. Mais cela ne suffit pas. Les Lancaster poursuivirent leur route, s'alignèrent sur un cuirassé parfaitement visible sur les eaux calmes de l'Arctique et larguèrent leur tallboy de haute altitude. Plusieurs des bombes de 5 tonnes le touchèrent. Le membre le plus haut gradé de l'équipage, ayant survécu à l'attaque, décrivit plus tard une série de bombes tombant à l'intérieur de l'enceinte des filets avec des coups directs sur le côté bâbord, l'un près de la catapulte des avions, l'autre au niveau d'une des tourelles principales. Quelques secondes après les impacts, le Tirpitz commença à gîter sur bâbord. Les équipes de sécurité reçurent l'ordre de procéder à un contre-noyage pour corriger l'assiette, mais l'envahissement de l'eau causé par les bombes dépassait tout ce qu'un contre-noyage pouvait équilibrer. La gîte augmenta, 30 degrés, puis 40. Robert Weber, l'officier qui avait pris le commandement du navire seulement 8 jours plus tôt, ordonna l'évacuation des ponts inférieurs. Moins de 5 minutes après les premiers coups, la gîte atteignit 60 puis 70 degrés. C'est alors que l'une des grandes tourelles principales, cette structure de 700 tonnes, s'arracha sous l'angle impossible et les explosions internes furent projetées vers le haut et retomba dans la mer, tuant des hommes qui étaient déjà à l'eau et nageaient vers le rivage. Quelques instants plus tard, le Tirpitz se retourna complètement. Il chavira dans le fjord, sa superstructure s'enfonçant dans le fond, sa coque retournée montrant sa quille au ciel arctique. Les attaquants, décrivant des cercles, ne furent même pas sûrs au début d'avoir réussi. Buckham descendit son seul Lancaster très bas, à 60 mètres, selon son récit, et survola le navire, tournant autour et l'observant sous tous les angles, tandis que les premiers chasseurs allemands s'élevaient enfin dans le ciel derrière lui. Et il était là, chaviré, fini. Ce qui se passa ensuite, sous cette coque retournée, est la partie de l'histoire qu'aucun film de propagande ne pourrait rendre triomphante. Le chavirement emprisonna des centaines d'hommes à l'intérieur du navire inversé. Certains furent tués sur le coup par les explosions ou l'irruption d'eau glacée. D'autres furent enfermés vivants dans des poches d'air, à l'intérieur de compartiments désormais à l'envers et sous l'eau. Les sauveteurs allemands, travaillant depuis l'extérieur, découpèrent la Kislapam et l'exposaient au chalumeau, ouvrant des trous dans l'acier par lesquels ils sortirent 82 hommes vivants. Pour les autres, les secours arrivèrent trop tard, ou ne purent arriver du tout, alors que l'eau glacée montait à l'intérieur de la coque à la marée haute. Le chiffre le plus souvent cité pour les morts est d'environ 971 membres d'équipage, bien que certaines estimations soient plus élevées. Des hommes décédés dans l'obscurité du navire retourné. L'orgueil de la flotte de surface de Hitler, le navire que les Britanniques avaient surnommé la Reine solitaire du Nord, le fantôme de l'Arctique qui avait hanté les routes des convois pendant près de 3 ans, n'était plus qu'une épave renversée dans un fjord norvégien. En une seule matinée, la guerre dans les eaux septentrionales venait de changer fondamentalement. Les images filmées depuis le Lancaster à équipage australien, des centaines de mètres de pellicule, firent le tour du monde. Les journaux de Grande-Bretagne, d'Australie et du reste du monde allié les publièrent en première page. La destruction du Tirpitz fut, à tous égards, un triomphe de propagande et le soulagement au sein de l'amirauté fut réel et immédiat. Le cuirassé disparut, les navires lourds qui avaient été enchaînés aux eaux du Nord pendant des années purent enfin être libérés pour servir ailleurs, et les convois de l'Arctique purent être naviguer sans que l'ombre d'une bordée de 380 d'Ambetsipam ne pèse sur chaque calcul. Pourtant, même au moment du triomphe, une question dérangeante reste enfouie dans cette histoire, et l'honnêteté historique oblige à s'y confronter plutôt qu'à l'occulter. Certains historiens ayant étudié de près la campagne du Tirpitz soutiennent qu'au moment de ces derniers raids, le cuirassé ne représentait plus une menace significative. L'argument est le suivant:
Les dommages causés par l'opération Source en 1943 et l'opération Tungsten en 1944 avaient, ensemble, mis fin de fait à la carrière du Tirpitz en tant qu'arme offensive de haute mer. Dès la fin de 1943, il ne pouvait même plus sortir en mer pour entraîner son équipage, en partie par crainte d'une attaque alliée et en partie à cause des pénuries de carburant allemandes. Et ces mêmes pénuries empêchèrent les Allemands de le déplacer entre différents mouillages pour le rendre plus difficile à localiser. À partir du printemps 1944, selon cette interprétation, il n'était plus qu'une épave en sursis, un navire que la marine allemande elle-même avait déjà officieusement rayé de ses instruments offensifs. L'historien Angus Constam a affirmé clairement que le cuirassé ne posait aucune menace réelle pour la navigation alliée après avril 1944, et que les opérations ultérieures, Obviat, catéchisme, furent moins dictées par une nécessité militaire réelle que par une obsession, centrée sur Churchill et le cabinet de guerre, pour l'acte symbolique de détruire l'objet. D'autres historiens ont utilisé des termes plus modérés, mais pointent dans la même direction. L'acharnement de la poursuite finale, aiguillonné par Churchill, semble excessif avec le recul, la guerre ayant généré sa propre dynamique, et catéchisme n'aurait que peu contribué à la fin réelle du conflit. Le contre-argument est tout aussi réel, et c'est celui auquel les décideurs furent confrontés. En 1944, le renseignement allié voyait des réparations en cours, voyait un cuirassé qui, sur une photographie de reconnaissance, semblait tout à fait vivant, et ne pouvait pas voir le désespoir intime de la marine allemande à son sujet. Un cuirassé qui pourrait reprendre du service est, pour un planificateur, presque aussi dangereux qu'un navire qui le fait certainement. On ne peut ignorer sans risque une incertitude de 50 000 tonnes. Ces deux réalités peuvent être vraies simultanément, et c'est ce qui fait du Tirpitz une histoire si étrange et instructive. Il se peut fort bien qu'il n'ait été, dans ces derniers mois, qu'un tigre de papier, une coque que les Allemands avaient abandonnée, maintenue à flot en partie, dans l'espoir que les Britanniques continueraient d'y gaspiller leurs efforts. Et les Britanniques l'ont peut-être traqué au-delà de toute logique militaire stricte, portée par l'accumulation de 3 ans de frustration et l'attrait irrésistible d'un symbole. Mais le symbole n'était pas rien, et la peur n'avait pas été irrationnelle à ses débuts. Pendant la majeure partie de l'année 1942, le simple fait de l'existence de ce navire avait remodelé la guerre de l'Arctique, et lors du désastre du PQ-17, elle avait contribué à envoyer la majeure partie d'un convoi par le fond sans que les canons du cuirassé n'entrent jamais dans la discussion. Une arme capable d'un tel résultat en restant immobile est une arme qu'un ennemi cherchera par tous les moyens à détruire et continuera peut-être à essayer de détruire un certain temps après que celle-ci soit, silencieusement, déjà morte. Aujourd'hui, l'histoire connaît une fin paisible, comme c'est si souvent le cas. L'épave du Tirpitz a été en grande partie démantelée et récupérée pour la ferraille dans les années d'après-guerre. Il ne reste que des fragments au fond de l'eau, là où il s'est retourné. Dans une note finale presque troublante, des plaques d'acier découpées dans sa coque ont été réutilisées, certaines d'entre elles, selon divers récits, finissant dans la construction de routes loin vers le sud. Près du fjord, les cratères de bombes laissés dans le sol et les eaux norvégiennes sont toujours visibles depuis les airs, et l'un d'eux est préservé comme un vestige. Un trou béant dans la terre laissée par la campagne qui l'a traqué, devenu un lieu où l'on peut se tenir et contempler l'eau, là où le cuirassé se dressait autrefois. Il existe des musées près des anciens mouillages où sont conservées des photographies, des lettres et des uniformes. Ces objets personnels qui rappellent que les 971 disparus n'étaient pas une abstraction. C'étaient des hommes jeunes, pour la plupart, les mêmes qui avaient coupé des épicéas pour cacher le navire, qui avaient organisé des activités sportives et des spectacles pour combattre la monotonie, qui avaient écrit ces lettres à leur famille depuis une forteresse d'acier amarrée à une rive étrangère. Ils ont été enfermés dans l'obscurité d'une coque renversée, dans les eaux bordant une île norvégienne, loin de chez eux, au service d'un régime qui avait construit leur magnifique navire pour ensuite le laisser amarrer à un rivage,
condamné à être déchiqueté pendant 2 ans, faute d'un meilleur usage. C'est peut-être là, finalement, la vérité la plus profonde sur le Tirpitz. Il était l'un des navires de guerre les plus puissants jamais construits, et son propre camp en a fait un appât. Il a immobilisé une marine sans jamais tirer sur elle, a aidé à détruire un convoi sans l'apercevoir, a fait tonner ses grands canons au combat exactement une fois, contre une station météo, et a absorbé 2 ans d'ingéniosité alliée, de torpilles humaines, de sous-marins de poche, de frappes de porte-avions et les bombes les plus lourdes du monde, avant de finalement se retourner dans les hauts fonds d'un fjord. Il était un fantôme, bien avant d'être une épave. Il a accompli son travail le plus important par sa simple existence sous les filets de camouflage et les épicés à couper, là où la lumière de l'hiver glissait, basse et grise, pendant quelques heures, chaque jour, avant de disparaître. Si cette histoire vous a marqué, j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Le Tirpitz a passé la quasi-totalité de sa carrière à se cacher dans des fjords plutôt qu'à combattre. Et les historiens débattent encore sincèrement pour savoir si la traque de plusieurs années qu'il a finalement coulée était un investissement stratégique brillant ou une obsession coûteuse. Je vous pose donc la question directement. La campagne contre le Tirpitz fut-elle un coup de maître qui a libéré la Royal Navy et protégé les convois de l'Arctique? Ou était-ce une obsession venue du sommet qui a coûté la vie à plus de 200 alliés pour couler un cuirassé qui était déjà officieusement vaincu? Dites-moi ce que vous en pensez et pourquoi. Je lis chaque commentaire et sur ce sujet, je veux vraiment connaître votre opinion. Abonnez-vous pour le prochain chapitre de l'histoire de la guerre dans les eaux du Nord. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. Maintenant, regardez la vidéo suivante.